Face aux défis croissants liés à l'érosion des berges et à la préservation des cours d'eau, une approche inspirée de la nature émerge comme une réponse à la fois durable et innovante, le génie végétal. Véritable solution fondée sur la nature, ces ouvrages allient résistance mécanique et biodiversité, tout en respectant l'équilibre fragile des écosystèmes aquatiques. Mais comment ces structures végétalisées résistent-elles aux forces naturelles? Quels sont les processus de défaillance à anticiper? Pour répondre à ces questions, nous allons plonger au cœur de ces technologies vivantes pour découvrir comment elles transforment nos berges en conjuguant performance technique et amélioration de la biodiversité. Nous sommes ici sur le ruisseau du Vors, qui est un affluent de l'Isère qui descend de Beldonne. C'est un ruisseau qui est intéressant pour illustrer les techniques de protection de berges. Donc on voit ici un peu les deux grandes familles de techniques, le génie civil et le génie végétal. Donc le génie végétal, c'est l'utilisation de végétaux vivants pour lutter contre l'érosion. Ce sont des techniques qui, contrairement au génie civil, favorisent très largement la biodiversité. On sait aujourd'hui qu'on a beaucoup plus de diversité végétale sur les ouvrages de génie végétal que sur les ouvrages de génie civil. Mais ce n'est pas seulement vrai pour les végétaux, c'est vrai aussi pour les animaux. On a une diversité supérieure de macro-invertébrés benthiques, là où on a du génie végétal que là où on a des génies civils. Il n'y a pas de comparaison. Et cette biodiversité qu'on explique sur les génies végétales, elle permet le retour des fonctions écologiques majeures qu'on a sur les berges, comme la dépollution de l'eau, comme les corridors écologiques. Véritable technologie vivante, ces ouvrages permettent donc d'améliorer la biodiversité tout en protégeant la berge et les enjeux environnants. Mais en termes de protection, comment peut-on évaluer la résistance mécanique du vivant? Comment mesurer les performances des ouvrages et anticiper leur potentielle défaillance sur les berges de cours d'eau? Il y a une grosse différence entre le génie végétal et le génie civil au niveau de la résistance. C'est que la résistance mécanique du génie végétal augmente avec le temps, alors que celle du génie civil diminue avec le temps. Bien sûr, le génie civil, tel que le béton armé ou les enrochements liaisonnés, vont être plus résistants que le génie végétal, mais aussi moins souples, moins adaptables, plus rigides. Donc des avantages et des inconvénients. Le fait qu'on puisse facilement dimensionner le génie civil, mais difficilement dimensionner le génie végétal, c'est un frein au développement du génie végétal. Et ce que nous faisons au LESSEM à Grenoble, en lien avec nos collègues de l'IGE hydraulicien, c'est essayer d'améliorer les méthodes de dimensionnement du génie végétal. Donc on fait aussi des expérimentations en canal, en modèle réduit, ce qui nous permet d'observer ce qui se passe pendant les crues. Sur une rivière comme celle-ci, pendant la crue, on ne peut pas accéder au cours d'eau. Donc on ne va pas voir exactement pourquoi l'ouvrage se détruit, alors qu'en canal, on peut tout observer et on peut arrêter la crue en son milieu, regarder l'ouvrage, quels sont les processus de destruction, reprendre la crue, réarrêter, etc. Entre expérimentation en conditions contrôlées et ouvrages à taille réelle, les travaux de recherche pour améliorer les connaissances et les méthodes de dimensionnement des ouvrages de génie végétal sont nombreux. Ce travail à échelle réduite a permis de révéler 3 principales sources de défaillance des ouvrages de génie végétal soumis à de fortes contraintes, avec une prédominance de l'érosion en profondeur. Une des pathologies les plus fréquentes, c'est l'affouillement sous le niveau de l'ouvrage. Et pour y remédier, généralement, on utilise du génie civil. Mais il y a aussi des techniques qui peuvent utiliser du bois mort, qu'il s'agisse par exemple d'une fascine morte qu'on vient mettre sous la fascine vivante pour limiter l'affouillement, ou de l'utilisation de souches de bois mort sous l'ouvrage ou devant l'ouvrage pour le protéger de l'affouillement. Et l'intérêt en fait d'utiliser du bois mort pour plus que de l'enrochement, c'est que l'enrochement a un faible apport en termes de biodiversité pour la partie immergée, alors que si on utilise du bois mort, on crée de l'habitat. Entre enjeux, contraintes et biodiversité, si le choix des techniques peut s'avérer complexe, ce seront avant tout les modèles naturels en place qui orienteront la décision des gestionnaires. Ces approches durables, par la combinaison de techniques, permettent de repousser les limites d'utilisation, notamment ici en altitude, où les contraintes sont plus fortes qu'en plaine.
Donc la première chose qu'on regarde, c'est la végétation qu'il y avait autour de nous. Donc on a vu que c'était principalement du saule, des espèces arbustives. Donc on s'est dit qu'on pouvait utiliser du génie végétal avec des espèces arbustives. Ensuite, on a pu regarder nos contraintes tractrices. Ici, elles ne sont pas extrêmement fortes parce qu'assez vite, la rivière vient déborder. Donc la contrainte tractrice, en fait, c'est la force qui dirige le transport sédimentaire. Et on l'utilise en génie végétal pour généralement avoir une idée des techniques qu'on peut mettre en œuvre. Donc là, on avait des contraintes tractrices pas très fortes et donc on pouvait utiliser tout un panel de techniques possibles qu'on a en berge de rivière pour la stabilisation des talus. Donc ça va être les fascines, les lits de plans et plançons, les couches de branches. Comme on n'avait pas beaucoup de place, on a favorisé des techniques qui prennent peu de place, donc fascines et lits de plans et plançons. Fascines et lits de plans et plançons sont les principales techniques mises en œuvre dans les travaux de restauration. Pour offrir une résistance mécanique optimale au pied de berge, ces ouvrages nécessitent un savoir-faire et une mise en place particulière en fixant les matériaux de construction et en utilisant au maximum les éléments naturels présents. Donc sur ce linéaire, on a une fascine double tout du long. Dedans, on a des épis incrustés pour déplacer les écoulements. Et en berge, on va avoir une rangée de lits de plans et plançons et du géotextile coco pour limiter l'érosion de surface. Donc une fascine double, c'est une moitié de fascine qui va être faite de matériaux morts, puisqu'en fait cette partie-là, elle est immergée dans l'eau et dans les sédiments, donc de toute façon elle ne pourra pas reprendre. Ensuite, on a une fascine vivante qui vient par-dessus. Donc au total, là, on a une hauteur de fascine qui est variable entre 1 mètre et 80 cm, et on a en fait 50 cm qui sont enterrés. Comme ça, en cas d'affouillement en profondeur, les matériaux de berge ne pourront pas partir dans la rivière. Et avec ces matériaux, les saules vivants pourront reprendre. Inspirés par la nature, ces techniques de restauration combinent à la fois matériaux vivants comme les boutures de saule, mais aussi bois mort, à l'image de cet ouvrage intégrant végétation vivante et souche dans la berge pour contrer le principal processus de défaillance qui est l'affouillement. Donc là, on est sur un ouvrage parafouille donc qui protège le pied de berge. Donc on a des souches qui sont enterrées en pied avec les chevelures racinaires qui dépassent et qui vont avoir un effet peigne, donc ils vont dissiper l'énergie, casser les écoulements et favoriser un peu de sédimentation en pied. Donc ça, le but, c'est vraiment de diminuer les profondeurs d'affouillement. Et ensuite, par-dessus les souches, on a une fascine en pied, un lit de plans et plançons et du bouturage par-dessus pour stabiliser la berge. Ces travaux en milieu contraignant montrent que le génie végétal fonctionne même en altitude. La seule limite reste la présence de végétation riveraine qui servira toujours de modèle pour les ouvrages à mettre en place. À plus de 2000 mètres d'altitude, cette fascine de saule prouve encore l'efficacité des végétaux dans des conditions extrêmes, tout en augmentant la biodiversité locale. On a réalisé une fascine expérimentale avec du saule asté, donc Salix astata. Pourquoi cette fascine expérimentale? Parce que c'est des ouvrages qui n'avaient jamais été réalisés à de telles altitudes, et notamment avec cette espèce. Donc c'est une espèce de saule qui est spécifique au subalpin, donc on va retrouver sur des gammes d'altitude entre 1800 et 2200 mètres d'altitude. On avait fait une première phase d'expérimentation, on avait regardé le taux de bouturage et le taux de croissance aérien et racinaire de 3 espèces de saules du subalpin, et il s'avérait que celles-ci avaient des capacités assez remarquables avec un système racinaire relativement dense, une bonne croissance et un beau taux de reprise. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si on se balade le long du torrent de Val Thorens, ce qu'on voit naturellement, c'est justement cette espèce de saule qui s'implante sur le pied de berge et donc qui vient, entre guillemets, réguler les processus d'érosion. Et du coup, l'idée, c'est de se dire que cet ouvrage, il est expérimental et il pousse un peu les limites du génie végétal, puisque c'est un des premiers aménagements génie végétal qui a été installé aussi haut en altitude. Mais si on regarde dans la cohérence au niveau du cours d'eau et du territoire, c'est un ouvrage qui s'inscrit parfaitement dans le système de fonctionnement de l'écosystème. Donc on a aujourd'hui clairement un avantage fort à la fois pour la biodiversité mais aussi pour les hommes à mettre du génie végétal plutôt que du génie civil. Et si on met du végétal, c'est pour la biodiversité, mais c'est aussi pour les êtres humains. On sait aujourd'hui que le végétal est très bon pour notre propre santé, pour notre santé mentale, pour notre santé physique, pour notre pression artérielle, pour nos capacités de concentration. Donc mettre du végétal plutôt que du minéral, c'est pas seulement aider la biodiversité, c'est aussi aider l'humanité.